Merci. Bonsoir. Je vous avoue que c'est un exercice déjà d'être ici avec des lunettes de soleil. Je vais prendre les limites de la pièce pour éviter de tomber ce soir. Je vais demander la première image. Une image finalement avec laquelle je n'ai aucune relation. C'est une image dont je ne connais pas le photographe, dont je ne connais pas la personne qui l'a photographiée et qui l'a collée sur le mur en bas à gauche. Elle a été prise à Téhéran, où je n'ai jamais mis les pieds. Je n'ai jamais mis les pieds d'ailleurs en Iran. Et pourtant, quelque part, elle fait partie de mon parcours. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi à travers quelques images. En fait, tout a commencé quand j'avais 14-15 ans et je faisais du graffiti. Le graffiti, vous le connaissez bien, c'est des artistes, des vandales, on va pas rentrer dans le débat ce soir, mais qui posent leur nom sur la ville. Donc je taguais mon nom, mes initiales, JR, de manière très mathématique et automatique, je dirais. Et je montais sur les toits, j'allais dans les tunnels, je traversais la ville finalement sans aucune limite, mais pour écrire un message qui était finalement le moi, le jeu, l'artiste. C'est-à-dire, j'étais l'artiste, le message, le concept, c'était l'ensemble. Il n'y avait pas de plus de recherche que d'exister au sein de la ville. Quand j'ai trouvé un appareil photo, alors bon, il y a tout un débat là-dessus, certains disent que je l'ai volé, d'autres que disent que je l'ai trouvé. La vérité ce soir, c'est que je l'ai vraiment trouvé. C'était pas un appareil incroyable, pour être honnête. Il avait un flash très puissant. Je l'ai pas utilisé tout de suite, en vrai. J'ai attendu une petite année. Et puis en fait, en allant dans ces tunnels de métro, en montant sur les toits de Paris, c'était des expériences à chaque fois tellement incroyables que j'essayais de les raconter. Ah, tu vois, on était dans le tunnel et on attendait que le train passe, on se cachait dans le petit recoin. Et à un moment, je me suis dit, finalement, j'étais pas vraiment très bon en graffiti. J'aimais bien revoir mon nom quand je montais à Paris, de la banlieue, sur le côté, mais j'ai préféré documenter ces aventures. J'ai donc pris ces photos, et ensuite, forcément, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est de les recoller dans la rue. Et ça a été, quand j'avais 17 ans, ma première expo de rue. J'ai collé des petites affiches A4 que j'ai fait en photocopie, et je les ai encadrées à la bombe de peinture. Et j'ai écrit, donc mon expo à moi c'est la rue, puis ensuite j'ai raccourci le message en écrivant expo de rue. Et pour moi, je veux dire, je pensais même pas à me faire un book, à démarcher des galeries, c'était juste là, mes premières photos jusqu'à maintenant, je les ai toujours collées dans la rue, je les ai toujours confrontées. Quand je changeais de pays, je changeais aussi d'écriture, ça c'était en Angleterre, et puis j'ai commencé à agrandir légèrement, mais ça c'était la limite du format que je pouvais atteindre quand j'avais 17-18 ans, c'était plusieurs A4 ou plusieurs A3 que je rassemblais ensemble et que j'encadrais. Et ce qui est marrant finalement, c'est que ça c'est sur les Champs-Élysées. J'étais très fier de cette exposition parce qu'en fait j'avais fait, par exemple ça c'est la palissade où maintenant il y a la boutique Cartier, donc tout en haut des champs, et je cherchais comment le faire, donc j'allais observer la nuit, mais la nuit il n'y a personne, donc les patrouilles de police vous voient tout de suite. J'allais observer en pleine journée, je me disais il y a quand même des rondes, j'arrive plus à savoir qui est qui. Et au final, ce type d'expo, je les faisais vraiment aux heures de pointe, genre soir de Noël à 20h quand c'est bondé. Et vous vous rendez compte que quand vous faites des choses le plus naturellement possible dans la rue, en fait tout est possible, c'est-à-dire que personne ne vous regarde, vous pouvez coller, vous pouvez peindre. Des fois je m'en allais en courant, mais je me rendais compte que c'est finalement en courant qu'on me remarquait plus. Et quand les photos partaient, il restait les cadres. En 2004, donc quelques années après, je me suis retrouvé à Clichy-Montfermeil et mon ami Ladj, qui est là, qui filme et qui fait partie du collectif Courtrage-Mais, un collectif de jeunes cinéastes français, m'invite dans son quartier à Clichy-Montfermeil, au Bosquet, et j'ai collé. D'ailleurs, pour bien décrire cette image, on voit derrière les collages que j'avais fait, c'est des petites affiches qu'on voit là-haut, et on voit écrit tout en haut à gauche « Expo des Bosquets ». Mais ce jour-là, les jeunes m'ont dit « Pourquoi tu colles ces images? Pourquoi tu ne nous prends pas nous en photo ?» J'ai pris mon appareil, j'ai pris ces quelques photos, et j'ai shooté celle-là. Et quand je me suis retrouvé avec cette image et quelques autres images, la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'était de les recoller dans le même quartier. Et c'est la première fois qu'on a imprimé sur des laits, comme ça, et qu'on les a recollés sans aucune autorisation. On demandait à tous les jeunes des halls de venir squatter en bas de l'échelle, ce qui faisait que la police n'osait pas intervenir, nous a laissé finalement recouvrir ces immeubles. Et le lendemain, quand
on avait tout recouvert et que la presse a commencé à en parler, ben, il y a eu une plainte de la ville contre X, puisque voilà, je ne paye pas mes amendes grâce à ces deux petites initiales. Je vous donne le trick, et si vous ne savez pas, c'est voilà, donc en fait la ville a porté plainte contre X sans savoir qui c'était, mais pourtant les photos étaient bien là. Par contre, les journalistes, eux, quand ils cherchaient à parler aux personnes concernées, elles étaient en grande sur les photos. Donc ils ont commencé à dialoguer avec les gens, et la ville qui a voulu nettoyer n'a pas pu le faire parce qu'ils ont eu peur de créer des émeutes à ce moment-là, parce que les gens s'étaient vraiment réapproprié le projet. Finalement, un an est passé et les émeutes sont arrivées pour d'autres raisons, mais elles ont commencé exactement devant l'image du mec avec sa caméra. La première voiture brûlée, elle a été brûlée là, avant d'enflammer toute la France, et on a découvert ce travail, en fait, à travers les médias. Avant ça, pendant cette année, les gens en ont entendu parler, quelques images sont passées ci et là, mais c'est ce moment où les gens se sont dit « Attendez, qu'est-ce que c'est ce qu'on voit en arrière-plan? Qui sont les gens sur ces images ?» Je me suis dit, en regardant mon poste de télé et toutes ces images de Clichy-Montfermeil en train de s'enflammer, que j'avais... Enfin, c'était pas, je reconnaissais pas les jeunes que je connaissais de ce quartier. On avait l'impression de sauvages, de mecs cagoulés, masqués, de mecs finalement dont on a peur, on a l'impression qu'ils allaient nous envahir dans Paris. Et je suis retourné les voir et j'ai dit, les gars, je suis un peu embêté parce que franchement, vous me faites un peu peur à la télévision. Alors, je sais pas qu'est-ce qui se passe, si vous êtes tous réunis pour faire peur, enfin comment... Et je dis, c'est étonnant, c'est pas l'image que j'en ai. Et donc j'ai décidé de faire des portraits de au 28 mm. Parce que quand j'allais là-bas, ils m'expliquaient que, mais non, c'est les médias qui nous shootent de loin avec des téléobjectifs. Donc il y avait vraiment, c'était un des rares quartiers qui était fermé, où les médias pouvaient pas rentrer à ce moment-là. Et eux venaient me voir avec des téléobjectifs en me disant, ça t'intéresse pas, GR, on a un long téléobjectif, bon il est brisé là, mais si tu changes la vitre. J'étais, ah non, bah justement là je suis sur un projet où l'idée c'est que je vous shoote de près. C'est-à-dire que si je te shoote d'aussi près, je suis obligé de le faire avec ta confiance. Et je vais marquer ton nom, ton âge, ton bâtiment, et donc on passe de quelqu'un dans les médias qu'on ne peut pas reconnaître à quelqu'un à qui on peut aller sonner à sa porte. Donc quelque part qui n'a rien à se reprocher, et j'ai décidé d'aller les coller dans Paris. Et dans Paris, je les ai collés tout d'abord dans les quartiers populaires, dans l'Est parisien. Et là, d'un coup, l'idée c'était de démystifier ces images. Et les gens passaient devant ces portraits, c'était collé de manière complètement sauvage. Ce qui était amusant aussi, c'est que les jeunes se cherchaient constamment. Donc ils m'appelaient à 2h du matin, « Gérard, tu nous as collé où ?» Et hop, d'un coup, il y avait une 405 break chargée qui arrivait avec 5 mecs dedans dans la rue, dans une petite rue tranquille du 16e, pour se photographier devant le portrait. Et les photos sont restées un petit peu, pas certaines un peu plus longtemps que d'autres, mais finalement, elles ont vécu dans la ville. Et quand on a même pu faire un vernissage, ça c'était dans le 4e, bah, les gens sont venus au vernissage, et les stars de la soirée, bah, c'était les racailles de Clichy-Montfermeil. Et j'ai observé comment les gens réagissaient, comment d'un coup l'image était réappropriée par les gens dans la rue. Je voyais des touristes se photographier devant. J'ai même vu la mairie de Paris devenir un peu créatif autour de ces images et donner naissance à des situations assez intrigantes. C'est fou ce qu'on peut faire avec un Karcher et un peu de papier. Et donc finalement, je me demandais si l'œuvre c'était le portrait que j'avais fait, ou finalement le portrait c'était juste un détail, si c'était le collage, ou c'était ce qui arrivait après. Cette année-là, c'était assez mouvementé parce que je n'avais pas pris cette direction-là. Je ne sais même pas d'ailleurs quelle direction j'ai pris, je crois que je ne sais toujours pas aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est que je me dis, il y a un truc avec les médias. Je me suis retrouvé dedans par la force des choses, et à ce moment-là, c'était en 2006, on parlait beaucoup du Proche-Orient, on en parle toujours autant, mais il y avait le Hamas qui était au contrôle en Palestine, donc il y avait beaucoup plus d'attentats et ils étaient en train d'ériger le mur, la barrière de sécurité. Et j'en parlais avec les jeunes à Clichy-Montfermeil, et c'est marrant comme on vient souvent dans des discussions et on se dit, tiens, toi tu connais ça. On avait chacun des avis très précis, et puis en fait on se rendait compte qu'on connaissait ni un Israélien ni un Palestinien, qu'on n'avait jamais été là-bas. Et quelque part je me suis dit, c'est peut-être un peu la même chose entre Paris et la banlieue, et puis ici le Proche-Orient. Donc avec un ami, Marco, on est parti là-bas, on a décidé d'aller rencontrer les gens. Et comme l'a bien expliqué François, d'ailleurs à un moment j'ai cru qu'il allait faire le speech à ma place, on a été rencontrer les gens tous les jours, parce que la première chose qu'on fait quand on sort de l'aéroport, on monte dans un taxi. Quand on monte dans un taxi, le mec il vous demande toujours, ah, qu'est-ce que vous faites ici, où vous allez? Alors on commençait toujours par dire, voilà, on vient visiter, ah vous faites bien de venir visiter, c'est un magnifique pays. Et alors, et c'est quoi votre programme? Parce que je peux peut-être vous conduire demain. Non, demain on passe de l'autre côté.
Oh non, malheureux, passez par l'autre côté, mais c'est des terroristes de l'autre côté, ils vont vous bouffer, c'est des chiens galeux. Donc, on était un peu embêtés, parce qu'on a dit, écoute, on est un peu inquiet, on entend ça tous les jours, peut-être qu'effectivement c'est vraiment dangereux de l'autre côté. Et puis quand on est passé de l'autre côté, on a vraiment marché comme ça. Et puis on a fait 100 mètres, on n'a pas voulu prendre les premiers taxis après le checkpoint, donc on a été en prendre des plus loin. Et puis on est monté dans le taxi, et puis on a trouvé le même mec. Alors, bonjour, bienvenue. Alors, combien de temps vous restez ici? Qu'est-ce que vous allez faire? On fait un projet, on essaie de rencontrer des gens normaux des deux côtés. Ah bah bien sûr, mais venez, je vais vous montrer, mais vous aurez des problèmes de l'autre côté, vraiment, vous n'allez pas y arriver. Et donc on a cherché des gens qui font le même métier des deux côtés. Donc ça c'est des acteurs, ça c'est des sculpteurs. À chaque fois on a été les voir pour leur gueule. Quand je parle de gueule, je veux dire ça, quoi. C'est vraiment des gueules. Et donc on allait vraiment les voir comme ça. C'est-à-dire, eux c'est des mecs qui font la sécurité devant des universités. Bon bah le mec, on a vu sa barbe, il y avait son collègue qui était devant nous et on dit excusez-moi, on veut pas vraiment parler à vous mais au monsieur là-bas, il dit qu'est-ce que vous lui voulez? En fait on aime sa gueule et on veut le prendre en photo. Donc le mec comprend pas, dit attends c'est quoi c'est une histoire d'attentat, qu'est-ce qui se passe? Et puis on leur explique le projet et les gens en fait nous disent oui. On a dit non mais attendez, on vous explique, moi je vais prendre la photo et ça va me prendre 30 secondes. Ensuite je vais vous faire signer un papier. Ensuite, je vais vous coller avec un mec qui est censé être votre ennemi et qui joue aussi sa caricature. Et ensuite, je vais me barrer, je vais rentrer en France et je vais aller parler à Arles et puis je vais aller me balader. Et c'est vous qui allez devoir expliquer tous les jours pourquoi votre photo elle est sur les murs. Écoutez, moi j'ai tout dit, je vous assure, j'ai dit tout ce que je pouvais dire. Et les gens ont quand même accepté. Même eux d'ailleurs, ils ont accepté, c'est pour vous dire. Donc, je sais pas ce qu'il fallait que je rajoute pour qu'ils refusent. Donc on s'est mis à l'œuvre, comme des professionnels, hein, vraiment, avec une échelle et des brosses. Et souvent les gens nous demandaient mais comment tu vas coller notre photo? Comme, je sais pas moi, comme ma fenêtre et tout. On dit non, comme ton immeuble. Et ça c'est quelque chose en fait, je crois que les gens ne réalisaient pas parce qu'il y avait ce moment où on partait et on revenait, que ça allait se passer. Et il y a eu peut-être 15 jours, 3 semaines entre le moment où on est rentré, on a imprimé les photos. Et quand on est revenu, on est arrivé dans les rues. Et on s'est juste jeté sur les murs. Et là, on est à Ramallah, par exemple. Et je crois que, forcément, tout le monde nous disait que c'était pas possible parce qu'on ne pouvait pas coller l'ennemi d'un côté, vice-versa. En plus, ils font des grimaces, c'est une insulte. Que ça peut ressembler à des martyrs. Enfin, la totale. Et en plus, on est étranger, donc qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? En fait, on a tous la même force ici, c'est que notre passeport, à nous permet d'aller des deux côtés. Or, eux ne peuvent pas se rencontrer, ne peuvent pas aller d'un côté et de l'autre, et donc ils ne se voient qu'à travers les médias. Et ici, à Ramallah, on a été voir cet épicier, on lui a dit, voilà, on veut votre mur, il est près de la place centrale. Il a dit, ok, allez-y. On lui a dit, non, mais attends, on t'explique, on va coller sur ton mur, après nous on s'en va, hein. C'est toi qui vas devoir expliquer ce que c'est. Il dit, ok, bon, ça va. Et puis on sort, on regarde le mur, et sur le mur, il y a des posters de shahids, des mecs avec des mitraillettes, des martyrs et tout. On dit, oula, on retourne voir, il dit, excuse-nous, en fait, on s'est trompé, c'était pas ce mur-là, c'était un autre là-bas, on veut vraiment pas interférer avec des messages politiques. Et il nous a dit non. Il m'a attrapé par le bras, il a dit, t'as pas compris, tu m'as demandé mon mur, tu le prends. Moi, je veux que ce mur change, t'es venu me proposer, maintenant t'assumes. Donc on s'est répartis de chaque côté, c'était à celui qui collait plus vite pour que les gens ne s'aperçoivent pas qu'il y avait quelque chose avant d'autres sur le mur avant nous. Et quelque part, on colle, rien se passe, des gens commencent à arriver, à poser des questions. Alors Marco qui était là, qui avait l'air un peu plus sérieux que nous derrière, commence à leur parler. Et puis les mecs les regardent et disent ah c'est quoi, qu'est-ce que c'est? C'est un projet, c'est une publicité? Non, c'est un projet artistique. Ah bon, c'est intéressant, un projet artistique, ah oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui font le même métier. Ah, des gens qui font le même métier, c'est intéressant. Et comment ça, le même métier? Par exemple, tu as un sculpteur israélien et un sculpteur palestinien. Ah bon? Et souvent, il laissait un petit silence, c'était un peu genre suspense, et il leur disait et dis-moi, c'est qui l'Israélien et c'est qui le Palestinien? Et les mecs se plantaient toujours. Et par la dérision, on a arpenté les rues et on a collé partout. C'est-à-dire qu'on s'est donné aucune limite, on s'est dit les gens nous mettront la limite. Donc on était super organisés, hein, c'est-à-dire qu'on arrivait avec des brosses, des échelles. Alors l'échelle en bois, on n'y avait pas pensé, c'est l'église de la Nativité qui nous l'a donnée. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'arriverait pas en haut.
Après, la technique pour coller, je vous avoue qu'à cette époque-là, on ne la connaissait pas encore, donc on l'a découverte sur le mur. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet, il s'est fait avec presque rien. Avec des échelles, deux brosses, on a loué une voiture et tous nos potes ont payé leur billet d'avion pour venir aider. Et quand on a fait le mur, finalement, c'est l'image qui a le plus voyagé, mais c'est pas l'image, pour moi, qui a fait le plus de sens. Parce que quand on collait dans les villes, on collait vraiment sur le mur des gens, on collait chez eux. Et donc là, ça veut dire que les gens, après, vont devoir expliquer tous les jours. On va leur demander, dis-moi pourquoi tu as ça sur ta façade, qu'est-ce que c'est, explique-moi. Et ils vont devoir s'expliquer et quelque part être les porte-parole du projet, bien plus que nous. On a eu de l'aide, je vous avoue, je suis obligé d'un peu tout le monde. Je trouve cette photo d'ailleurs assez sexy. Il y a quelque chose, je sais pas s'il y a quelque chose d'assez érotique, on ne s'attendait pas du tout dans le projet. Mais ça donne naissance à des situations un peu incongrues. Même le minaret d'ailleurs, on s'est rendu compte en fait en chutant du toit d'en face qu'il n'y avait personne dans le minaret et quelqu'un nous a dit non, jusqu'à 6h ils sont pas là. Donc on s'est dit avant 6h on va le coller et en fait on a eu la connerie de vouloir le coller et ensuite d'aller récupérer les deux petits carrés là qu'on voit où il y a la petite lumière dans la bouche, il y a deux petits carrés. On s'est dit zut, ce serait bien de les ramener en souvenir et ça a été notre erreur quand on est retourné la nuit là-bas parce que d'un coup de passer le mur comme ça, les soldats n'ont pas pris ça du même côté on va dire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment les affiches ont vécu sur place. C'est-à-dire, il y en a qui sont partis dans la minute, il y en a qui ont été déchirées, il y en a qui ont été taguées, il y en a d'autres qui sont encore là 5 ans après, elles sont encore là aujourd'hui. Et quelque part, elles ne nous appartiennent plus. Elles appartiennent, je ne sais même pas si elles appartiennent aux gens, elles appartiennent aux personnes qui ont fait le portrait. C'est un dialogue qui continue d'exister et qui dépend des intempéries, de la compréhension des gens. Par exemple, le mur côté palestinien, j'étais sûr que le rabbin ne tiendrait pas 2 jours. Et bien aujourd'hui, c'est encore le seul portrait qui est encore debout. Et bien sûr, il y a eu Arles cette même année. Et Arles, ça a été la première fois où on a réexposé ces portraits hors contexte. C'est-à-dire qu'on est venu les exposer dans un lieu d'exposition. Et les ateliers des forges, c'était génial parce que c'était en même temps un lieu qui était un peu bâtard, qui était avant l'entrée d'exposition et tous les gens passaient à travers. Et on a vraiment pu créer... encercler les gens de portrait. Et il y a eu d'ailleurs plusieurs personnes, c'était la ministre à l'époque qui est venue se photographier, qui se sont mêlés au jeu, mais surtout il y a un collage qu'on a pu faire qui était... en fait, les murs étaient vraiment accidentés tout autour de nous. Et François m'avait dit « Non, t'inquiète pas, on va te mettre un mec qui va te mettre du ciment partout, tu auras des murs lisses. » J'ai dit « Ok, moi je suis tout nouveau dans le papier peint, ce que je fais c'est des murs lisses. » Donc je peux faire ta salle de bain, ta cuisine, des murs lisses, mais je ne peux pas faire des murs accidentés. Donc je ne sais plus le nom du maçon, mais il est venu le matin et il a commencé à mettre le ciment. Et puis petit à petit, on se rapprochait des Géorgiens, on se rendait compte que ses journées à lui se rétrécissaient. C'est-à-dire que je ne sais pas si c'est l'alcool ou autre, mais en tout cas à 11h, il commençait à parler de manière assez intéressante et à midi, il n'était plus là. Donc j'avais un peu la pression aussi de François qui me disait « Attends, le vernissage c'est demain et vous n'avez pas fait la moitié. » T'inquiète pas François, on gère. Et on s'est mis à faire les parties accidentées. Et en fait, en laissant le papier fondre dans le mur, en le travaillant, on a découvert une technique ici, même à Arles, qui nous a suivis partout dans le monde. Alors en parlant de partout dans le monde, quand on a collé au Proche-Orient, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est pas comme quand vous collez dans une petite rue d'Arles ou à Paris ou en Europe. Les gens ont l'habitude de voir ici des installations, donc on veut toujours plus grand, plus incroyable, pour s'arrêter, pour être questionné. Mais quand on a collé au Proche-Orient, des fois des rues entières s'arrêtaient pour venir questionner, pour comprendre, pour savoir quel était le sens de cette démarche qui n'est ni publicitaire, ni politique, mais juste artistique. Et j'ai eu envie de l'amener dans des endroits où justement il n'y a pas de musée autour. Donc on est parti, on a commencé à partir en Afrique et à aller dans des endroits où c'est les hommes qui tiennent le pavé. C'est-à-dire que, comme je n'ai pas d'autorisation, ceux à qui je demande, c'est ceux qui sont dans la rue. Donc en fonction du contexte, dans ces pays-là, c'est souvent les hommes qui tiennent la rue et avec qui je devrais me confronter pour coller une affiche. Mais par contre, ce que je voyais en marchant, c'est que c'est les femmes qui étaient les piliers de ces sociétés, enfin qui sont les piliers. D'ailleurs, on le voit très clairement, ça se lit dans les regards. Quand je marchais dans ces rues, on est parti d'abord au Soudan, puis au Sierra Leone, au Libéria et au Kenya, et c'est ce qu'on ressent vraiment dans la rue. Et j'ai eu envie de faire des portraits de femmes, mais qui seraient confrontées au regard des hommes dans la rue. Et c'est comme ça qu'est né le projet Women Are Heroes. On est parti faire des portraits de femmes, écouter leur histoire, pour les recoller ensuite sur les murs. On a fait beaucoup de pays.
qui dépendaient des endroits dont j'entendais parler dans les médias. C'est-à-dire à chaque fois que j'entendais parler d'un événement, je décidais de partir et de retourner à ce même endroit, parce que ce projet, on aurait pu le faire partout. À un moment, il faut laisser un certain fil directeur guider de manière assez naturelle le projet. Ça, c'est dans la favela au Brésil. Cette favela, j'en avais entendu parler parce c'est la première favela du Brésil. Elle s'appelle Providencia, elle est à Rio de Janeiro. Et il y a 3 enfants qui avaient été arrêtés, contrôlés par l'armée. Donc l'armée est montée, a dit s'il vous plaît, papier. Les gens ont dit non mais comment, vous ne faites pas de contrôle, hein, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je dis ils n'ont pas leur papier, hop, on les embarque. C'est des enfants scolarisés, donc pas des trafiquants. Et ils les ont amenés au commissariat et ensuite ils les ont revendus à une favela ennemie qui était juste en face, où les enfants ont été tués, découpés en rondelles et retrouvés dans les bennes à ordures de la favela. Et c'est quelque chose qui a choqué le Brésil et dont on a entendu parler jusqu'ici. Parce que des jeunes qui meurent sous les balles, il y en a tous les jours là-bas. Mais quand ça sort du contexte, c'est-à-dire de guerre entre trafiquants et police, d'un coup ça choque. Et quand la police y est mêlée, et là ils l'ont clairement été, ils ont été arrêtés et emprisonnés, mais ça a vraiment choqué. Et c'est à ce moment-là où j'ai entendu parler de cette favela, et j'ai décidé de chercher. Je me suis rendu compte que c'est la première favela du Brésil, qu'elle avait une histoire vraiment intéressante, donc j'y suis allé. Et j'ai rencontré une femme qui m'a laissé rentrer, parce qu'il n'y a aucune ONG dans cette favela, contrairement à beaucoup de favelas, il n'y a aucun projet dedans. Et j'ai pu prendre quelques photos des enfants. Et le lendemain, je me suis débrouillé pour les imprimer sur place, et je les ai ramenés, je les ai collés. Et la nuit même, ils les ont déchirés. Donc quand je suis revenu le lendemain, ils les avaient déchirés, et je leur ai dit, vous voyez, ces photos, c'est les vôtres. Moi, ça me va très bien. Si vous souhaitez les voir comme ça, elles ne m'appartiennent plus. Et à partir de là, j'ai commencé à photographier les femmes. Et Rosiette, qui était la première femme que j'avais rencontrée en bas, qui m'a fait monter, elle a fait passer le mot. Elle a dit, voilà, il y aura ce jeune artiste qui veut rencontrer, si des gens ont quelque chose à dire, c'est pas un journaliste, il veut faire un projet artistique. Je crois que même, je ne savais pas encore dans quoi il se lançait, moi non plus d'ailleurs. Donc on a donné un point de rendez-vous à l'intérieur, toutes les photos pouvaient se faire seulement, parce qu'il y a tous les enfants là-bas se baladent avec des Kalachnikov et des AK-47 qui sont plus grands qu'eux, donc ça ne pouvait pas se faire dans la rue. Et les femmes qui sont venues ce premier jour, il y en avait seulement 6 ou 7, c'était des femmes liées à la mort de ces 3 enfants, c'était la mère, la grand-mère, la meilleure amie, qui sont venues pour, comme jeter une bouteille à la mer, délivrer leur histoire. Le lendemain, il y en a une vingtaine. Et là, on s'est mis à coller sur les murs de la favela, et à recouvrir des maisons qu'on ne pouvait à peine approcher, puisqu'on est sur une colline, on est pourtant au cœur d'une ville où il y a tout, mais on ne peut rien monter là-haut. C'est-à-dire on ne peut pas monter avec une voiture, on ne peut pas avoir d'échafaudage, plutôt pour des questions géographiques, comme c'est sur une colline. Donc on a dû tout faire à travers les fenêtres, en rappel. Et quelque part, même si on a mis 1 mois à le faire, au lieu de 3 jours normalement, si on avait accès à la surface, c'est comme ça qu'on a rencontré tout le monde. C'est comme ça que les gens se sont impliqués. C'est comme ça que quand on n'avait plus d'eau dans la colle, un mec nous donnait l'eau de son tank, de sa réserve d'eau. C'est comme ça que les gens se sont appropriés le projet. Et ce collage-là, c'est d'ailleurs le premier qu'on a fait dans la favela, sur l'escalier central, qui est au milieu de la favela. Et c'est un collage qu'on ne voit pas de la ville. Il faut être dans la favela pour le voir. Et c'est l'endroit où les trafiquants normalement sont en haut de l'escalier, parce que c'est là où ils peuvent guetter les montées de la police. Et quand on a collé cette image, qui est la grand-mère d'un des 3 jeunes, qui ont été arrêtés juste en bas en fait, les gens ont instantanément compris le projet, la dimension, parce que forcément quand j'avais rencontré, comme il n'y a pas d'autorisation là-bas, c'est les gens qui décident, et à un moment j'ai dû quand même parler au chef des trafiquants, et en parlant avec eux, il m'a dit, écoute, c'est quoi ton projet? Donc je lui explique, voilà, c'est un projet artistique, on va faire ci, on va faire ça. Et j'étais avec Ladj aussi, qui tenait sa caméra comme une arme et qui en montrait sur un petit ordinateur. Alors tu vois, on a fait ça dans son quartier. Oui, mais ça c'est un quartier riche. Bon, en France, pas vraiment, mais peut-être qu'ici, les immeubles, ça peut avoir l'air riche, mais c'est le même contexte, mais là-bas. Non, on comprend pas trop. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On veut prendre des portraits et les coller. Et qu'est-ce que ça va faire? À quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va changer? Et c'est souvent les questions qu'on a très brutes, très claires. C'est-à-dire, quel est le sens de cette démarche? À quoi ça sert? Pourquoi on te laisserait rentrer dans notre fief pour coller ces images alors que ça ne peut servir peut-être à rien? Et c'est cette notion de risque, finalement, qui les engage à se lancer dedans, et moi qui m'engage à me lancer dans quelque chose où je ne peux pas promettre un résultat. Et ensuite, on a recollé toute la colline. Et ces images-là,
quand les gens se sont réveillés, au fur et à mesure, ont découvert la colline en train de les observer. Et j'étais déjà loin, j'avais déjà pris un avion pour rentrer. Ce qui fait que les médias qui cherchaient à avoir une interview du projet, à savoir quel était le sens, il n'y avait même pas eu de communiqué de presse, d'un coup ont dû aller parler aux gens et trouver une manière pour rencontrer ces femmes. Comme la plupart des gros médias ne peuvent pas monter dans certaines favelas dont celle-ci fait partie, les femmes sont descendues et ont expliqué à travers leurs mots ce que représentait ce projet. Et je suis sûr qu'elles l'ont fait avec des mots très différents des miens, leur narratif en fonction de ce qu'elles ressentaient, ce que fait sens pour eux cette image, et pour certaines, c'était retrouver une dignité, pour d'autres, c'était être connu. Enfin, chacun voit sa propre histoire dans l'image. Donc j'ai décidé de repartir et de retourner en Afrique, d'aller au Kenya, au Sierra Leone, dans tous ces pays. Et là, dans les rues, c'est des rues entières qui s'arrêtaient et qui se questionnaient. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi du noir et blanc? Pourquoi pas la couleur? Vous n'avez pas la couleur en France? Des gens qui arrivent, et ce mec là qu'on voit au milieu, il est venu me voir et il m'a dit, on était dans une rue de Monrovia au Libéria, et il me dit, écoute, je comprends pas vraiment, je t'avoue, le sens du projet. Ce que je vois juste, c'est que les gens s'arrêtent, se parlent entre eux, essayent de comprendre ce qu'il y a peut-être à comprendre, mais pendant ce temps-là, ils pensent pas à ce qu'ils vont manger, comment ils vont survivre, et peut-être que c'est ça l'art. Même sur un pont au Libéria, tenu par des ex-rebelles, on a collé cette image d'une femme qui avait été violée pendant le conflit, et d'un coup, l'art amène à ces situations paradoxales où je me retrouve à essayer de coller, mais comme je glissais continuellement, c'est eux qui se sont mis à finir le collage, et on est parti au Kenya pour recouvrir un train qui emmène tous les jours de ce plus grand bidonville d'Afrique, un des plus grands d'Afrique de l'Ouest, qui est Kibera au Kenya. Les hommes travaillaient en ville, et ce jour-là, c'est les regards des femmes qui sont partis et qui ont traversé le pays. Merci. Et on a voulu recouvrir une partie du quartier. Moi, j'étais venu avec, voilà, moi, je vous donne une carte de visite, il y a écrit dessus papier peint, tout service, depuis génération en génération. Et là, quand je suis arrivé avec ma carte de visite pour faire du papier peint, les gens m'ont dit, écoute, c'est super, mais peut-être ça marche dans d'autres pays, mais ici, si tu colles sur nos toits qui sont déjà défoncés du papier peint, demain, la première pluie, ton papier il part et ça n'a rien changé et tu as perdu ton temps. Et c'est eux qui m'ont suggéré de mettre une matière qui pourrait protéger leur toit. Alors que moi je suis pas vraiment pour le vinyle, c'est un peu l'anti-papier peint. On est un peu en guerre, le vinyle c'est utilisé par la publicité, moi j'utilise le papier. Et j'ai changé pour ce projet uniquement. Et aujourd'hui les photos ils sont toujours. Elles sont toujours sur les toits. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que les gens les gardent. Et quand il y en a un qui déménage, par exemple la photo qui est là en haut à droite, il y a le mec qui habite pile au milieu qui a déménagé. Et bien il a coupé sa partie, il l'a roulée et puis il l'a emmené avec lui pour la remettre sur son toit, là où il habite. L'œuvre ne m'appartient plus. Et quand on regarde de Google Earth, c'est une femme d'ailleurs m'a dit maintenant Dieu peut me voir. Et en fait quand on zoome on retrouve les collages. Et d'ailleurs sur cette partie, il a doublé puisque chaque année on remet des bâches pour les voisins parce que forcément quand on est parti, les voisins nous ont dit et nous. C'était assez délicat d'expliquer que graphiquement on s'arrêtait à sa maison. J'ai pas trouvé les mots, résultat j'ai préféré revenir chaque année. On est parti en Inde juste après et en Inde, je savais qu'il y avait une loi qui venait de passer, on n'avait pas le droit de coller dans la rue, je crois qu'il y avait des élections. C'était assez délicat et je me suis dit c'est con, on part, on est toujours une petite équipe d'amis, on traverse, on se balade en groupe et on part dans tous ces pays. Et je me suis dit ça serait quand même con qu'on arrive là-bas et que le premier jour on se fasse arrêter, renvoyer comme ça nous est déjà arrivé. On était vers la fin du projet Women are Heroes et on avait envie d'aller au bout. Donc on a collé du blanc. On est arrivé dans les rues et voilà, on collait du blanc. Des blancs qui collent du blanc. Les gens venaient nous voir, ça créait des foules et ils disaient qu'est-ce que vous faites? Ah, voilà, c'est du blanc, c'est de l'art contemporain, on colle du blanc. Et ben ça marche, hein. Je crois que c'est un peu partout pareil, mais ça a marché. Les gens nous ont regardés, se sont dit ah oui, de l'art contemporain, intéressant. Et donc il y a un truc intéressant en Inde, c'est qu'il y a beaucoup de poussière déjà, mais aussi il y avait la fête des couleurs qui avait lieu le surlendemain. La fête des couleurs, c'est les gens qui se jettent des pigments de couleurs et se recouvrent pendant une journée. Ça s'appelle Holi. Et je savais qu'il allait y avoir beaucoup plus de pigments et de poussière dans la ville. Et il y a une partie qu'on ne voit pas, mais très légère sur cette surface blanche, qui est en fait comme quand vous retournez un autocollant, vous savez, c'est un peu collant comme ça, qui allait récupérer toute cette poudre. Et en fait, c'est comme des pochoirs inversés, les yeux se sont révélés après notre passage. Et on a laissé des regards dans toutes les rues.
Et on s'est jamais fait arrêter sur celui-là. Et ce qui était intéressant, c'est que le regard changeait de couleur en fonction de qui passait dans la rue. Et c'était voilà, une alternative, on va dire, au collage. La documentation est quelque chose d'extrêmement important dans tous ces projets parce que c'est finalement ce qui reste, donc les films, les livres. Et d'ailleurs, on fait toute une série de livres qui sont hors commerce. On sort beaucoup plus de livres d'ailleurs hors commerce que dans le commerce. Et tous ces livres-là, on les sort dans les communautés pour que chaque personne finalement garde une trace. Et d'un coup, ces femmes deviennent les auteurs et signent le soir du vernissage. Alors il y a quand même un point assez important, je pense, pour comprendre la clé. Pour moi, c'est aussi important la manière enfin, le visuel final que la manière dont ça a été fait. Et le financement est pour moi quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que depuis le début, en Israël ou au Proche-Orient, quand on l'a fait, on savait qu'on ne pouvait pas avoir d'autorisation parce qu'on ne pouvait pas demander d'un côté ou de l'autre et d'un coup avoir l'autorisation d'un côté et pas de l'autre ou vice-versa. Donc on s'est retrouvé finalement souvent obligé de travailler dans l'illégalité. C'est pas une envie pour être cool ou quoi, c'est parce qu'en fait c'est le seul moyen que j'ai pour atteindre ce type d'endroit avec le message et le projet que je veux faire. Mais ensuite le financement est aussi important parce qu'au cours de ces projets forcément, vous allez me dire comment c'est payé, comment c'est financé. Et souvent, même là on le voit de plus en plus, il y a de moins en moins de financement public. Et c'est pour ça que je vais passer parmi vous avec mon chapeau ce soir. Non. Donc il reste quoi généralement? C'est les marques, les sponsors. Et j'ai toujours eu un point très radical là-dessus. Parce que pour moi, ces gens participent pas et je ne monte pas ces projets pour qu'ils servent à faire la communication d'une marque ou d'un produit. Et souvent, quand les marques viennent me voir, je suis toujours ouvert, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est rarement dans l'idée d'aider réellement le projet, et aider réellement le projet, c'est-à-dire le faire de manière anonyme, c'est-à-dire que le projet se réalise, mais dans l'idée que le projet se réalise pour pouvoir communiquer sur le fait qu'on a aidé à ce qu'il se réalise. Et ça, c'est complètement différent, et c'est pour ça que j'ai toujours souhaité garder les projets indépendants, faire en fonction de ce qu'on avait, et pas faire en fonction de ce qu'on pourrait avoir. Ce qu'on a de la vente de mes œuvres, par exemple, ou des livres, ou finalement, ces projets se montent avec pas grand-chose, avec beaucoup d'aide, beaucoup de volontaires, beaucoup d'amis qui partent et qui s'impliquent dans les projets parce qu'ils y croient et pas parce qu'ils font la communication d'une marque ou d'une autre. D'ailleurs, les gens nous ont demandé de faire voyager leur histoire. Et c'est là où on rentre dans les expositions. C'était le souhait de ces femmes sur le projet Women Are Heroes. Elles m'ont dit « Faites voyager mon histoire ». Donc on l'a emmené à Rio, sur les arches de Lapa. On l'a emmené dans ce musée où on a fait une installation, on pouvait découvrir à travers les vidéos qui étaient ces personnes, pourquoi elles ont participé au projet, quel sens elles donnent à ces images. On les a emmenés à Paris, où on avait recouvert l'île Saint-Louis avec ses regards, où on pouvait découvrir les histoires. Et il y avait une maison de la favela qui était exposée aussi au musée de l'architecture, au pavillon de l'Arsenal. On les a emmenés à Londres, à New York. Quelque part, les histoires ont voyagé. Ça, c'est à Los Angeles. Et cette photo, si vous regardez bien, en fait, les mains sont collées, mais le visage est creusé au marteau-piqueur. Et je l'ai réalisé avec un artiste qui s'appelle Vils, ça fait 16 mètres de haut et tout est creusé au marteau-piqueur. Donc cette œuvre, par exemple, est gravée dans le mur et restera à jamais, peut-être moins les mains. Sur cette question de la photographie, puisque si vous regardez bien, jusqu'ici, en fait, j'ai tagué le nom des autres. J'ai commencé par taguer le mien, et puis ensuite, je me suis mis à taguer le nom des autres en essayant de disparaître derrière. Et puis, on m'a souvent appelé photographe, le photographe. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que, oui, effectivement, j'utilise un appareil photo, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme quand je prends l'avion ou je mélange ma colle. C'est une partie du procédé. Et je me suis dit, finalement, que je fasse la photo ou pas, aujourd'hui, je pense que tout le monde est photographe. Avec votre téléphone, vous pouvez faire un projet. La question n'est plus là, c'est ce qu'on fait de ces images. Et quand Sam Sturze et Stéphane Ostol du musée de l'Élysée et du Festival Images sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, on a un truc à te proposer, on va te laisser choisir des images dans la collection, le fonds photo du musée de l'Élysée, et on va te donner la ville de Vevey, qui est une petite ville en Suisse au bord du lac, pour les réexposer sur les murs, et tu te réappropries l'histoire de la photographie. Tu choisis les images qui font sens pour toi, et tu les recolles. Bon, faut pas me le dire deux fois, forcément, j'ai regardé la ville, j'ai vu ce grand silo, et j'ai vu une photo des années 50 d'un minaret. J'ai pris ma petite paire de ciseaux, j'ai découpé ce minaret, et je l'ai collé.
Et je crois que ce qui a choqué là-dedans, c'est qu'en fait, je vais vous dire, le secret, c'est que j'ai collé un minaret rond sur un silo carré. Alors qu'en fait, normalement, les minarets sont carrés, les silos ronds. Et ça a créé un petit scandale à Vevey. Mais l'important, c'est vraiment ce qu'on fait de ces images. Et j'ai emmené d'autres images du fond ailleurs. Ça, c'est par exemple dans le sud de l'Italie, dans les Pouilles, où vous l'avez peut-être vu dans le film Gomorrah, la mafia enterre les détritus sous le sol. Et ça, c'est dans un petit village italien. Et sur une vieille bâtisse italienne, j'ai collé cette image qui a été prise à Tchernobyl. Si j'avais collé ici dans la rue, ok, c'est une image prise à Tchernobyl collée dans une rue, mais collée là-bas, cette image change complètement de sens et a un message très précis pour ce village. Donc je suis arrivé il y a quelques mois, vraiment, c'était en mars, au bout d'un cycle où je me suis dit, ok, j'ai tagué mon nom, ensuite j'ai tagué celui des autres, ensuite j'ai impliqué des gens dans les projets, puis finalement c'est les gens des fois qui se sont mis à coller le projet pour moi, puis j'ai commencé à même plus faire de photos, à continuer de coller des photos. Il fallait que je passe à autre chose. Parce qu'on me disait, viens, il faut que tu viennes dans ce pays, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu viennes en Afghanistan, il faut que tu ailles faire un projet en Colombie, au Mexique. Alors, j'ai essayé à un moment de me démultiplier, je me suis dit que même en une vie, j'arriverais pas à aller dans tous ces endroits, même si j'ai envie d'y aller. Donc je me suis dit que j'allais bien m'entourer. Et on a monté un projet qui est en fait très simple, qui s'appelle Inside Art, où je ne fais plus de photos et je ne colle plus. Je suis l'imprimeur. Je suis devenu imprimeur, j'ai une imprimerie et j'imprime les photos que vous m'envoyez. La seule règle, c'est que ça doit être des portraits. Donc les gens prennent des portraits, m'envoient leurs photos, je leur renvoie dans une petite enveloppe leurs posters en grand format, qui peuvent payer ou pas, la photo est envoyée aux quatre coins du monde et accessible à tous. Donc c'est même pas une question de j'ai pas les moyens, machin, c'est une question est-ce que j'ai la motivation pour les faire. Et quand ils la reçoivent, je leur demande d'aller la coller à quelque part qui fait sens pour eux. De manière très démocratique, c'est-à-dire, si le mec la reçoit et veut pas la coller, il la met dans son salon, qu'il est narcissique, très bien, ça fait partie du jeu. Si les mecs se prennent en photo, alors quand je vois des photos avec un chien, un chat, etc., ça je peux refuser. Mais la règle est très simple, et au début on s'est dit qu'il allait avoir, je sais pas moi, des groupes néo-nazis, des mecs un peu fous qui allaient se rapproprier le projet, il fallait mettre des règles. Et au final non, les mecs qui sont venus, les gens qui sont venus participer au projet, c'est des gens qui avaient vraiment quelque chose à dire, qui soit important pour nous ou pour eux, ça c'est relatif en fonction du pays dans lequel ils se trouvent et dans lequel l'image a un sens pour eux. Là par exemple on est en Tunisie, c'était pendant la Révolution, quelques semaines après. Quand ils ont entendu parler de ce projet, ils m'ont envoyé leurs photos, c'était les premiers, on n'avait même pas encore l'imprimé, on les a imprimés, on leur a amenés. Et ils sont partis coller et remplacer tous les portraits de Ben Ali par leurs portraits. Et pour moi, c'était un formidable point de départ parce que, quelque part, même si j'avais voulu faire ce projet, quelle est ma légitimité à aller en Tunisie et coller pour eux des portraits pendant la Révolution? Quelque part, ma place n'est pas là. Et pourtant, un tel projet a beaucoup plus de force s'il vient du peuple. Il y a une autre photo qui m'a beaucoup marqué, ça c'est les premières voitures brûlées pendant la Révolution, les voitures de police à Sidi Bouzid, où le mec qui a lancé finalement la Révolution s'est immolé. Et les gens sont approchés du commissariat, ont brûlé les voitures de police et le commissariat a dû être évacué. Et c'était la première fois, à travers leur téléphone, c'est les premières images qu'on voit, que les gens dans le pays se sont dit à travers Facebook, tiens, il se passe quelque chose, on le sait tout de suite, il y a un commissariat qui est tombé. Et quand on est retourné, on a assemblé toutes ces voitures avec eux et on a collé ce regard. Donc c'est une sculpture éphémère qui est depuis maintenant tombée. Dans la rue, ils se sont mis à coller, là, ce qu'on voit. Moi, j'étais spectateur de ce projet et les gens s'arrêtaient, des foules, il fallait voir parce que ça n'a pas été de tout repos. Il y a des gens qui sont venus insulter, les gens se demandaient mais pourquoi l'image? Ça y est, on a vu Ben Ali partout maintenant, on ne veut pas voir des Tunisiens, ou si vous voulez mettre des Tunisiens, vous mettez tous les Tunisiens ou personne. C'était un bordel sans nom. Et les gens les ont souvent déchirés dans les 5 minutes. Et moi, je pensais au début que c'était l'échec, parce que les photos étaient en train d'être déchirées partout. Je voyais les personnes qui collaient, c'était un petit groupe de 6 photographes qui s'étaient réunis pour le faire, qui luttaient vraiment. Et à un moment, il y a un mec dans la rue, un peu âgé, qui est venu nous voir et qui a dit « Vous avez le droit de coller ces photos sur le mur. Mais eux ont le droit de les déchirer. C'est la démocratie. Et nous sommes en train de l'apprécier maintenant. » Et quelque part, il nous a montré que ce n'était pas un échec, mais au contraire,
la première fois qu'ils pouvaient toucher à leur propre mur. Et le projet a pris. Ça, c'est dans le Bronx. Les gens c'est parti par Internet. C'était vraiment, c'est tout récent. Les gens ont reçu leurs affiches. Et ça, c'est des mecs dans le Bronx qui ont photographié des regards de femmes et les ont fait tenir par les hommes dans la communauté. Les ont collés dans leur quartier. Ça, c'est à Karachi, au Pakistan. Les gens ont pris leurs portraits, les ont envoyés, ont recouvert des rues entières. Ça, c'est en Thaïlande, des moines qui ont fait leur propre projet. Je veux dire, chaque jour, je découvre, ça c'est dans le North Dakota, les Indiens d'Amérique qui ont pris des portraits, les ont recollés, et ensuite, je me suis dit, ce projet était tellement intéressant que j'allais l'agrandir dans New York. Quelque part, ces projets m'appartiennent plus. C'est les leurs, c'est leurs photos, c'est leur action, et c'est leur communication autour du projet. Ça, c'est des mecs en Russie qui ont manifesté devant les ambassades russes autour du monde, et il y en a aussi qui l'ont fait en Russie, pour défendre le droit des homosexuels, et beaucoup se sont fait arrêter. Mais c'était leur manière de traduire l'image. En fonction du pays, il y en a d'autres à New York qui l'ont mis juste pour avoir une piste cyclable dans leur rue. Enfin, je veux dire, chacun le fait en fonction de ce qu'il attend, de ce qu'il veut jouer à travers sa propre image. Je vais vous montrer un tout petit film pour conclure, qui va vous donner quelques indices de plus sur ce projet. Dozens of artists from the Inside Out project pasted large-scale portraits of Bronxites. More than 100 portraits will be displayed on buildings and walls throughout the South Bronx. Entonces dijimos, bueno, vamos a apelar a la sonrisa, a apelar a que es una comunicación de que la gente que pase, mire, se ría y de ahí pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? We stand for equality without compromise. Un beso que está caracterizado por cualquier persona, no sea bi, les, heterosexual, eso no nos importa. Look at who we are today. I mean, look at how powerful we are, how diverse we are, how strong we are.